Madame, monsieur, bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouveau forum. Qu'est-ce que la dynamique Monseigneur Cougereau? Comment se porte-t-elle et surtout, où va-t-elle? Nous évoquons ces questions avec Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson. Elle est la coordinatrice de la DMK, juriste de formation, femme politique et militante des droits de l'homme, première femme candidate à une élection présidentielle dans son pays. Elle est par ailleurs secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, parti d'opposition. CDPA ou DMK, quelle perspective elle nous situera? Madame Djamagbo Johnson, bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Eh bien, je vous remercie. C'est un plaisir pour moi. Et je découvre vraiment que New World TV est très bien implanté. Merci. Vous évoluez très bien. Félicitations. Merci, madame. On dirait même que vous vous intéressez au football puisque vous nous félicitiez tantôt pour avoir décroché le droit de retransmission des matchs de la Coupe du Monde dans la zone Afrique subsaharienne francophone. Ben oui, je crois qu'il faut vous féliciter pour ça, même si je ne suis pas forcément fanat de football, mais je pense que il fallait le faire, ce que vous avez réussi à faire. Bravo, je suis de ceux et celles qui pensent que nous devons soutenir et encourager ce genre d'initiative locale. On va dire, vous êtes une femme particulière pour connaître des sujets comme le football, pour vous hisser au niveau auquel vous êtes en politique, pour avoir connu Madame Djamagbo Johnson très jeune en politique. Vous êtes atypique. Non, je ne pense pas. Ce que je sais, c'est que la vie publique de notre pays préoccupe en réalité beaucoup de femmes parce que ce sont elles qui sentent vraiment quand ça ne va pas dans le pays. C'est sur elles que repose le poids des crises sociopolitiques, économiques. Tenez actuellement cette vie chère que nous subissons suite à et qui est renforcée par des décisions du gouvernement. C'est sur les femmes que ça repose finalement, parce que ce sont elles qui, quelles que soient les conditions, doivent veiller à ce que les membres de la famille soient tous nourris, qu'ils soient soignés quand ils sont malades, que les enfants soient scolarisés. Tout retombe sur elles, qu'il y ait des moyens ou pas. Elles ressentent le poids de toutes ces contraintes familiales. Maintenant, de là à s'engager en politique, elles font pas toutes ce pas-là parce que je crois la raison fondamentale, c'est que la politique reste encore un domaine très violent au Togo, ce qui ne devrait pas être. Nous vivons une situation de déficit démocratique. On se bat encore pour le b.a.-ba de la démocratie, et quand vous avez affaire à une force qui est une force conservatrice et dictatoriale, eh bien, elle utilise tous les moyens et généralement des moyens violents. Donc, les femmes ont tendance à se préserver et à se dire je joue un rôle important pour ma famille, autant me préserver pour cette famille. Mais vous êtes au charbon et piqué très tôt, on va dire, par le virus de la politique. En préparant cette émission, en reparcourant votre biographie, j'ai découvert que c'est vers les 3 ans, 4 ans, qu'au hasard d'une rencontre avec Sylvanus Olympio, on m'a fait jouer un certain rôle. Et c'est depuis lors que vous avez été piqué par le virus de la politique. Je pense que j'ai grandi dans un environnement où mes parents étaient tous les deux engagés. Mon père médecin, ma mère sage-femme, mais tous deux engagés, et surtout mon père engagé. Et
qui a toujours tout fait pour préserver le droit de dire ce qu'il pense, de la manière dont le pays est dirigé. Et donc, même au plus fort de la dictature, du temps de Feu Général Eyadema, il est reconnu comme étant quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans la poche, qui disait ce qu'il pense tout haut. Donc c'est dans cet environnement-là que j'ai vécu, et on nous a appris d'abord à nous battre pour des causes justes, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social ou même religieux. J'ai vu mes parents engagés dans tous ces domaines-là, et je crois que c'est tout naturellement que ça a développé une certaine sensibilité à l'injustice. Je reconnais que je ne peux pas me taire quand je suis entouré de situations injustes, ce qui m'a amené à m'engager à la fois pour les droits des femmes et aussi en politique. Voilà. Vous avez joué les premiers rôles dans les années 90 au moment du déclenchement du processus démocratique, un rôle important lors de la conférence nationale dite souveraine. Après 30 ans, quand vous voyez le niveau auquel votre pays est ici aujourd'hui, est-ce que vous êtes déçu, dépité, ou vous avez de l'espoir encore que vous pouvez atteindre vos objectifs? Oui, on ne peut qu'être déçu, constatant que nous sommes encore très loin de concrétiser les aspirations profondes des Togolais, pour lesquels ils s'étaient levés, hommes, femmes, vieux, jeunes, au début des années 90, pour dire nous voulons vivre désormais dans un état de droit, nous voulons vivre en démocratie, nous voulons le bien-être. Quand on se réfère au contexte dans lequel ces mouvements se sont exprimés, on peut dire, et quand on voit là où nous en sommes aujourd'hui, on ne peut que constater que c'est comme si nous étions revenus à la case départ, et je dirais même pire, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites l'analyse de la situation sociopolitique, économique et sociale du Togo, vous voyez que d'un côté, nous sommes toujours confrontés à des violations massives de droits de l'homme. La dernière en date concerne l'arrestation de Jean-Paul Omorou. On va y revenir, qui est décrié. Sans doute. Nous sommes confrontés à l'usage de la force, de la violence. Les Togolais ont du mal à joindre les deux bouts, ont du mal à se nourrir décemment. On a l'habitude de dire très peu de ménages aujourd'hui prennent 3 repas par jour. La question de l'emploi, vous avez des pères de famille, vous avez des jeunes qui ont, grâce au sacrifice de leurs parents, réussi à obtenir des diplômes, mais qui n'ont pas d'emploi. Ils sont des centaines de milliers à se chercher et à ne plus savoir quoi faire. Moi, je reçois des sollicitations tous les jours. Et ce qui me chagrine, c'est que ces jeunes ont l'impression, et ils ont peut-être raison, qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être compétent pour avoir un emploi, mais il s'agit d'avoir des appuis. Et on me demande d'appuyer des dossiers. Je leur dis, oh mon Dieu, vous ne savez pas quelle erreur vous faites. Si moi j'appuie votre dossier, c'est vous vous enfoncez davantage. Au contraire, vous créez les conditions pour que vous ne soyez jamais reçu. On en est encore là, la misère. La misère. Et tout ça fait que on se demande pourquoi depuis 90, on n'a pas pu changer les choses comme on le voulait vraiment. Mais je crois que quelles que soient les embûches,
il faut continuer ce combat-là. Il faut le continuer. Moi, je suis pleine d'espoir. Le Togo ne peut pas rester un îlot de dictature et de misère en cette époque qui est une époque de lumière. Mais est-ce que cette description n'est pas un peu trop sévère, puisque vous usez là actuellement de certains des acquis? Vous êtes sur un plateau de télévision où le monde entier vous écoute. Je le fais. Vous dites ce que vous voulez. Je le fais, mais combien de Togolais le font? Combien de Togolais le font sans avoir peur? On est gouverné avec la peur et la terreur. Je le fais en me disant je prends un risque, mais bon, il faut bien que des gens le fassent si nous voulons nous retrouver demain avec un Togo meilleur, un Togo où il fasse bon vivre pour tout le monde. C'est ça le problème. Et c'est là où c'est même encore plus dangereux, c'est plus pernicieux parce que en apparence, on a l'impression que nous sommes en démocratie. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire croire à l'extérieur. On a mis en place des institutions, tout ce qu'il faut pour qu'on se dise, en cochant les cases, finalement, non, c'est un pays démocratique. Mais au fond, seuls les Togolais savent ce qu'ils vivent. Seuls les Togolais savent que c'est une démocratie de façade et que nous vivons une situation aussi dangereuse qu'avant. Eh bien, vous aurez peut-être l'occasion de nous donner des éléments concrets pour étayer votre argumentation. Vous évoquez tantôt l'arrestation d'un de vos militants, un membre de la dynamique, Monseigneur Kodjo. Il a été cueilli à Lomé. Comment avez-vous réagi à cette nouvelle interpellation? Mais c'était suffocant comme nouvelle. D'autant plus suffocant que nous n'avions pas l'information que notre collègue était de passage au Togo, mais on suppose qu'il est chez lui. Il est togolais. Il ne devrait demander l'autorisation à personne avant de venir dans son pays. Et j'avoue que nous avons été indignés de ce que on ait pu le prendre dans ces conditions-là. Ce n'est pas d'une arrestation qu'il s'agit, mais c'est un enlèvement. Il faut dire les choses. Parce que quand on veut faire les choses comme il faut, vous pouvez avoir des choses à reprocher à un citoyen, mais les procédures sont là. C'est tout ça qui garantit le respect des droits humains à tout citoyen. Le minimum, c'est qu'on puisse vous donner une convocation. Mais on ne va pas, on ne s'arme pas, on ne s'équipe pas de tous les moyens qu'on a utilisés pour aller prendre quelqu'un, un citoyen, comme s'il était un criminel notoire. Mais tout dépend de ce qu'on vous reproche. Il y avait des choses à craindre de lui. Est-ce que tout ne dépend pas de ce qu'on reproche à celui qui est interpellé? Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui est connu depuis des années, depuis qu'il était étudiant, et ça fait plusieurs décennies, comme un militant des droits de l'homme, comme un activiste qui veut se battre pour son pays, pour un Togo meilleur. Il a commencé tout jeune à l'université. Et c'est quelqu'un qui a déjà fait les geôles de ce régime. Il a été libéré et on pouvait comprendre que tout ce qu'il cherche, c'est le bien de son pays. On ne l'a vu poser aucun acte qui puisse amener à penser de lui qu'il est un homme dangereux. Eh bien, les autorités judiciaires ne se sont pas encore prononcées sur son arrestation, donc on ignore officiellement les raisons. Mais quand on sait qu'il est de la dynamique, Monseigneur Kodjo, et que votre candidat à la dernière élection présidentielle l'a nommé à un poste diplomatique, entre guillemets,
est-ce que la responsabilité n'est pas aussi de la DMK d'avoir jeté un peu en pâture certains de ses militants? Non, non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Ce que la DMK fait, la DMK se bat avec des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont des convictions fortes et qui acceptent d'assumer des responsabilités. Et ça, on ne peut pas le lui reprocher. Du tout, du tout. Ce n'est pas parce qu'il se bat au sein de la DMK qu'il a accepté des responsabilités dans un gouvernement dit de combat que, ipso facto, il est dangereux. Mais est-ce que ce n'est pas un acte séditieux quand dans une république, vous nommez un gouvernement parallèle avec un premier ministre qui se trouve au Canada, avec des ambassadeurs et qui acceptent ce rôle et qui entendent le jouer? Est-ce que ce n'est pas de la sédition? Écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la DMK n'arrête pas de dire que nous sommes en crise au Togo. Il y a une grave crise sociopolitique et d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui le disons. Même les ambassadeurs que nous avons l'habitude de désigner comme étant du G5, c'est-à-dire du groupe des ambassadeurs de l'Union européenne, le représentant, le coordonnateur résident du PNUD, l'ambassadeur des États-Unis, de la France et d'Allemagne, eh bien, ces ambassadeurs, au cours de discussions que nous avons eues avec eux en mai dernier, je crois, ont reconnu que le Togo traverse une crise sociopolitique profonde. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour régler cette crise. Est-ce que c'est en arrêtant les gens qu'on étouffe la crise? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est dans un combat d'ordre idéologique et qu'on n'arrête pas une idéologie avec en emprisonnant et en tuant les gens. Vous n'avez rien fait parce que ça a quelque chose par essence, c'est quelque chose, une idéologie est quelque chose qui est fondée sur des convictions fortes, qui est partagée par des milliers d'âmes. Donc vous avez beau en tuer, il s'en trouvera toujours qui porteront cette idéologie. La solution, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des concitoyens qui ne partagent pas le même avis que nous, qui ne voient pas les choses de la même manière que nous. Mais asseyons-nous pour discuter et trouver un consensus dans l'intérêt de l'immense majorité des Togolais Mais, qui Madame aspirent à vivre Adjamanko véritablement Johnson, en est-ce que démocratie. vous reconnaissez tout de même, en tant que juriste, que c'est quand même hasardeux de procéder à des nominations de ministres, de premiers ministres et d'ambassadeurs, Monsieur Bokon, alors que votre Monsieur candidat Bokon. n'a pas été investi sur Monsieur Bokon, Madame Adjamanko je Johnson. m'évertue à vous expliquer que nous sommes en crise. Oui, mais donc Nous en sommes en crise, crise. est-ce que ça et- autorise de prendre des libertés avec... je comprends bien que nos adversaires se basent sur la légalité. Mais le problème, c'est que encore une fois, en s'accrochant à la légalité, on se trompe. Vous n'étouffez pas non plus un combat de cette manière. Surtout quand c'est un combat noble qui répond aux aspirations de la majorité des Togolais de qui vous devez tirer votre légitimité aussi. Vous voyez? Donc, ne simplifiez pas les choses de cette manière, ne m'enfermez pas dans ce carcan
de l'égalité. Et Jean-Paul Omolo, puisque c'est de lui il s'agit, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Quel concours vous lui apportez? Non, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles. Nous savons que les auditions sont toujours en cours. Nous suivons, nous avons une organisation qui nous permet de suivre le dossier et nous alertons partout parce qu'il s'agit, ce qu'il est en train de subir est une très grave violation des droits de l'homme et il y a des institutions qui s'en occupent. Eh bien, à ce jour, elles sont toutes alertées, elles font le travail, nous sommes en contact avec elles. Nous sommes en contact et nous avons attiré l'attention de ceux qui sont ceux de la communauté internationale, qui sont des partenaires du Togo et qui sont censés être comptables eux aussi du respect des droits de l'homme partout. Parce qu'il s'agit de valeurs universelles pour lesquelles tous les acteurs publics se sont engagés, que ce soit au niveau mondial comme au niveau régional africain ou au niveau de notre sous-région. Et ce problème-là auquel nous faisons face en ce moment, c'est un problème qui concerne tout le monde. Il n'est pas question de se confiner dans une attitude qui consisterait à dire c'est d'abord l'affaire des Togolais. Ce n'est pas possible lorsqu'on sait qu'il y a des instances où tous les acteurs se retrouvent pour rendre compte du respect des engagements qui sont pris. Vous-même, vous êtes d'ailleurs sous le coup d'une procédure judiciaire pour atteindre à la sûreté de l'État, pour ne pas rentrer dans le secret de l'intrusion. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous organisé un coup d'État? Vous savez très bien que c'est une procédure qui est pendante. Et ce que je sais, c'est que en âme et conscience, je n'ai rien fait d'autre que de me battre pour mon pays, de me battre avec des moyens qui sont des moyens légaux. Ceci étant, vous comprendrez bien que je ne puisse donner des détails. Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas du tout confortable de se retrouver dans cette situation-là. Vous avez un contrôle judiciaire qui ne vous interdit pas de sortir du Togo, mais qui vous dit, vous prévenez avant de sortir. Et je peux vous dire que depuis un an, je ne peux sortir de mon pays. J'ai prévenu, j'ai fait des demandes qui ont été rejetées, même pour des missions professionnelles. Bon, vous savez, vous direz, c'est les risques du métier. Personnellement, ce qui m'amène à supporter cette situation, c'est d'abord ma conscience que rien de ce qu'on me reproche n'est avéré, mais aussi que, bon, c'est pour mon pays. Mais ce qu'on vous reproche, est-ce que c'est une responsabilité collective ou avez-vous posé quelques actes que ce soit qui puissent être interprétés comme une atteinte à la sûreté de l'État? Parce que les faits quand même qui vous sont reprochés sont graves. Je n'ai posé aucun acte. Je n'ai posé aucun acte. Bon, la procédure est en cours. On verra bien. On verra bien. Peut-être qu'on vous trouvera des actes et des preuves, mais moi je sais que il y aura du mal. Mais permettez-moi de ne pas en dire plus. À moins que vous ne veuillez me créer des ennuis. Et où se trouve Agbayome Kodjo? Il se trouve là où on l'a poussé. On l'a poussé à aller en exil. Il a fait ce choix.
pour pouvoir continuer à mener le combat. Mais je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Je ne peux vraiment, en toute honnêteté, vous n'avez pas de contact vous dire avec votre il est dans ce candidat pays ou dans cet autre pays. Oui, ça veut dire que vous n'avez pas de contact avec lui, vous n'avez pas de communication avec votre candidat. On travaille, mais je vous dis, je ne sais pas où il est. Oui, mais quand vous dites qu'on l'a poussé à l'exil, est-ce que ce n'est pas trop dit puisqu'il s'est agi d'une convocation, il a été convoqué où il devrait répondre d'un certain nombre d'actes qui lui sont reprochés? Vous vous souvenez du contexte dans lequel il est parti? Et tout ce que je peux vous dire, c'est que il courait de gros risques. Parce que nous savons que nous avons affaire à un régime pour lequel le respect des droits de l'homme n'est pas inscrit à l'agenda. Oui, mais vous-même, vous avez été arrêté, madame. N'importe quoi peut vous arriver à tout moment. Mais vous-même, vous avez fait l'objet d'arrestation, vous êtes revenu saine et sauve. Oui, mais vous savez, je ne suis pas le candidat de la DMK. Vous avez été porte-parole du candidat. Je ne porte pas la cause, parce que n'ayant pas reçu le suffrage des Togolais. Donc peut-être qu'à ce titre, moi je cours beaucoup moins de risques que lui. Est-ce qu'il n'aurait pas été simple pour lui d'affronter la justice et d'apporter les preuves de ce qu'il avance comme ayant gagné l'élection présidentielle de 2020? De quelle justice vous parlez, monsieur Boko? De la justice togolaise? C'est de celle-là que vous parlez. Et c'est une justice qui, d'après vous, inspire confiance. Et même pour de simples affaires, moi j'entends les Togolais, j'entends les praticiens du droit. Quand ils vous disent aujourd'hui, vous avez beau avoir un dossier en béton, vous avez beau avoir la loi avec vous, vous ne pouvez jamais vous dire, cette affaire-là, je la gagne. On va dire le droit. C'est là où on est rendu au Togo. Et vous voyez très bien la preuve. Vous voyez bien que le président de la Cour suprême, ces derniers temps, a fait des sorties qui indiquent que, bon, il y a une velléité de faire le ménage. Mais les problèmes qui ont été soulevés ne constituent que un tout petit bout de l'iceberg. Quand on sait qu'il y a affaire pour avoir au Togo une justice qui fonctionne véritablement de manière indépendante. Oui, mais si vous croyez en ce que vous dites exactement, ça veut dire que c'est contradictoire dans un tel contexte de prétendre aller à une élection présidentielle et de la gagner. Si je me mets dans votre argumentation. On y va comme une stratégie de combat. Parce que quand vous engagez dans un combat politique comme celui-ci, où vous visez à instaurer la démocratie, on peut comprendre très bien que vous alliez à des élections en vous disant c'est une occasion pour se battre. Et en fait, on est allé à ces élections avec la ferme détermination à faire en sorte que nous ne nous retrouvions plus dans les situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvés depuis 93, où on est allé d'élections contestées en élections contestées, suivi de discussions où on a abordé le fond des problèmes et où on a dit ok, nous n'allons pas garder une position radicale, mais nous allons trouver un consensus qui permettra aux Togolais
à terme d'aller vers l'alternance à laquelle ils aspirent. C'est ce qui a toujours été fait dans les dialogues que nous avons connus au Togo. Mais en face, eh bien, l'adversaire a toujours utilisé ces dialogues-là comme une ruse. On accepte de dialoguer, on entérine le consensus et on ne le met pas en application. C'est comme ça que d'élection en élection, nous avons toujours un régime, le même régime incarné par le père, le fils, qui continue de diriger le Togo. Mais chacun sait que la démocratie, l'alternance a davantage de vertu. Parce que ça instaure une compétition entre les équipes qui veulent aller au pouvoir et chacun essaye de mieux faire. Ça renouvelle les esprits, ça renouvelle les stratégies. Quand vous arrivez au pouvoir, vous voulez vraiment mieux faire que l'équipe précédente. Vous êtes animé par l'esprit de laisser vous aussi des traces, hein, et de faire des choses pour votre pays. C'est comme ça que progressivement les pays avancent et se développent. Alors, pourquoi est-ce que nous, au Togo, nous ne pouvons pas avoir ça? Justement, quelle est la différence? Parce qu'au Togo, il y a eu des élections auxquelles vous avez participé. Vous avez évoqué tantôt le rôle de la communauté internationale. Les observateurs qui ont suivi la présidentielle de 2020 ont estimé que les élections se sont déroulées de façon correcte, je les cite. Ça veut dire que vous avez été un mauvais perdant. Non, non. Vous savez comment ça se passe pour ces observateurs? Ils ont des caches, des cases qu'ils cochent. Ah, est-ce que dans les bureaux de vote, il y avait une urne? On coche. Est-ce que il y avait un bureau composé des protagonistes? On coche. C'est-à-dire que l'observation électorale doit être repensée si on veut vraiment qu'elle soit un outil réel de promotion de la démocratie électorale. Vous envoyez des gens qui ne prennent pas le temps de connaître le contexte. Tenez, je pense que c'est en 98 où nous avons eu pour la seule fois au Togo une observation électorale de longue durée. Vous verrez que les choses se sont mieux passées, même si à la fin, le régime a toujours trouvé le moyen de faire en sorte que les résultats, les vrais résultats des urnes ne soient pas prononcés. En tout état de cause, Monsieur Boko, c'est la succession de toutes ces expériences qui n'ont donné aucun résultat qui fait penser aujourd'hui à beaucoup de Togolais que les élections ne régleront jamais le problème du Togo. Mais pourtant, vous y êtes allé. Mais qu'est-ce qui vous a empêché d'apporter les preuves, en tant qu'acteur politique, de ce que politique. vous dites? Comment? Qu'est-ce qui vous a empêché d'apporter les preuves de ce que vous avancez? Mais c'est le système même de fraude qui empêche d'apporter Vos candidats ont été empêchés d'avoir les procès-verbaux des bureaux de vote? Vous savez, ce dont nous discutons n'a rien de nouveau pour les Togolais. Ça n'a rien de nouveau pour les Togolais. Et je suis sûr que ça n'a rien de nouveau pour vous. Mais vous êtes dans votre rôle. Moi, je suggérerais qu'on ne s'étende pas trop là-dessus, mais qu'on retourne à la question initiale que vous avez posée et qui m'a amené à faire ces développements-là sur le combat que mène la DMK. Eh bien, la DMK se dit il faut arrêter les dégâts.
il faut arrêter l'hémorragie. Personne n'y gagne. Et surtout, les Togolais n'y ont gagné que la misère. La misère, une vie misérable. Nous sommes parmi les peuples les moins heureux. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des données des objectives, des rapports qui sont publiés et qui le disent. Donc, nous disons, quand on est intelligent, on ne recommence pas tout le temps les mêmes erreurs. Mais arrêter l'hémorragie, est-ce qu'il ne vous revient pas à la dynamique Monseigneur Pojro d'arrêter justement cette hémorragie 2 ans pratiquement après l'élection présidentielle? Est-ce que vous continuez par revendiquer Ça dépend de ce que vous entendez par arrêter l'hémorragie. Oui, mais l'élection est passée. Vous ne semblez pas avoir proclamé, la même connotation, donner la même connotation à ce concept-là que moi. Pour nous, pour la DMK, arrêter l'hémorragie, justement, c'est emmener l'adversaire à comprendre que cette fois-ci-là, les subterfuges du passé, les moyens qu'on a utilisés du passé, c'est vrai, ça a réussi tout le temps. Mais dans l'intérêt supérieur du pays, il faut arrêter, il faut discuter, il faut se rendre compte réellement que notre peuple veut véritablement l'alternance qui va marquer l'entrée véritable en démocratie. Nous ne disons pas que l'alternance sera la baguette magique qui va changer toute la situation du Togo, mais ça va ouvrir une nouvelle ère où ensemble nous allons nous mettre à bâtir le Togo auquel nous aspirons. Le Togo dans lequel chaque Togolais pourra vivre et se trouver à l'aise, ne sera plus inquiété parce que je ne pense pas la même chose que les dirigeants, parce que je ne suis pas de telle ethnie, parce que je n'ai fait allégeance, j'ai pas fait allégeance à telle personnalité importante. C'est de ça qu'il s'agit. Cette fois-ci, nous devons nous en rendre compte et créer les conditions. Est-ce qu'il ne vous revient pas de poser le premier pas en arrêtant de revendiquer ce que vous appelez la victoire à l'élection présidentielle de 2020, en arrêtant politique. Et vous aussi, je sais qu'en matière d'analyse politique, vous comprendriez très bien que ce que vous êtes en train de dire là, que ça ne peut pas prospérer parce que tout de suite, l'adversaire va se dire, ça y est, tout peut recommencer, tout peut continuer comme avant. Mais ça n'arrange personne, ça n'arrange pas les Togolais. Il faut, comme des acteurs politiques responsables, nous dire, attention, notre peuple, ça fait plusieurs décennies qu'il aspire à cette démocratie, à cette alternance. Il y a des signes d'impatience. Aujourd'hui, les Togolais, moi j'avoue que je suis inquiète quand je les entends parler. Ils disent rien, ils bougent pas, mais ils n'en pensent pas moins. Ils n'en pensent pas moins. Ils sont dans une situation où ils disent le jeu auquel vous nous avez fait jouer tout le temps là, en nous faisant espérer que nous allons aller vers la démocratie, nous ne jouerons plus à ça. C'est pour ça qu'ils vous disent aujourd'hui, vous organisez des élections. Si rien n'est réglé, si les problèmes de fond ne sont pas réglés, eh bien vous les organiserez pour vous tout seuls. Les Togolais n'iront pas. Ils n'iront pas. Et donc, je crois qu'il faut arrêter de croire que le combat que nous faisons est un combat d'intérêts qui sont des intérêts privés. C'est un combat d'intérêt public, un combat qui n'est dirigé contre personne, mais un combat dans l'intérêt supérieur
du Togo. Ah oui, mais... Et c'est de ça que nous tirons notre force. Parce que nous voyons bien que les Togolais nous observent et nous disent, c'est sur cette voie-là que nous voulons vous avoir. Donc, nous sommes à vos côtés. Mais est-ce que vos propos concordent avec les actes politiques que vous posez? Parce que vous semblez appeler à des discussions pour crever l'abcès et arrêter l'hémorragie. Mais quand on vous a appelé, invité à la table de discussion dans le cadre de la concertation nationale des acteurs politiques, la CNAP, vous avez décliné l'invitation. Vous n'êtes pas allé discuter. Nous n'avons pas décliné l'invitation. Il y a discussion et discussion. On a fait croire que nous avons décliné l'invitation, que nous ne sommes pas pour le dialogue. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons dit, nous ne sommes plus prêts à faire comme par le passé. Et nous avons expliqué que dans ce contexte de crise-là, où nous sommes, s'il faut discuter, eh bien, inscrivez en bonne priorité la crise électorale que nous traversons depuis le 22 février 2020, qui n'est qu'une étape de la longue crise. En fait, nous sommes installés dans la crise depuis le début des années 90. Et il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir la réalité qui se trompent en se disant le Togo n'est plus en crise. Donc, nous avons dit, dans sa dernière étape, qui court à partir de l'élection du 22 février 2020, l'origine de la crise, c'est le contentieux électoral. Inscrivons ça en bonne place. Inscrivons d'autres sujets tout aussi préoccupants pour les Togolais, notamment les conditions sociales misérables dans lesquelles les Togolais vivent. La vie chère. On parle de vie chère. Ça veut dire beaucoup de choses. Inscrivons des discussions sur la gouvernance économique de ce pays qui ne prospère pas. Cette gouvernance-là ne prospère pas. Mais en fin de compte, tous ces sujets ont été discutés. Les ressources de ce pays sont pillées, elles sont bradées pour des intérêts étrangers. La corruption est érigée en mode de récompense pour ceux qui font allégeance au régime. Tant que vous faites allégeance, allez-y, allez-y. Vous ne craignez strictement rien. Mais tous ces problèmes-là, il faut en discuter. Oui, et il faut pour en discuter, mais ceux qui sont allés discuter, ceux qui sont les protagonistes, ont rapporté qu'il n'y a pas eu de sujet tabou, que tous ces sujets ont été évoqués. Je vous répondrai. Pour mener cette discussion, comment pouvez-vous appeler à des discussions quand quelqu'un comme le président Agbeyome Kodjo, qui a été candidat de la DMK et qui porte ce conflit-là en ce qui concerne la DMK, lui va rester comme ça en exil. Mais la moindre des choses, c'est de faire en sorte qu'il puisse revenir. Que Monseigneur Podro, ce patriarche, au moins il faut le lui reconnaître de par son âge, il a 92 ans, mais qui a été forcé aussi à se retrouver en exil, mais qu'il revienne. Et il faut créer je ne sais dans quelles conditions vous parlez de Monseigneur Podro. Qui l'a contraint à l'exil, Monseigneur Podro? C'est les menaces. C'est les menaces des tenants du régime. C'est les menaces des tenants du régime. Vous n'avez pas vu comment sa maison, son domicile a été entouré au lendemain des élections? Vous n'avez pas vu comment comment dirais-je, des militants du régime sont allés entourer sa maison et le narguer, le menacer?
Vous n'avez pas vu? Pourquoi pas, Alors, vous? Pourquoi vous êtes resté, madame? Eh bien, justement, parce que dans cet écosystème-là, je ne représente pas au premier plan un danger. Je ne représente pas un danger au premier plan. On considère, on se dit, le type de raisonnement qu'on fait, c'est qu'on se dit, dès qu'on va arriver à faire fuir ceux qui sont au premier plan, ceux qui sont concernés au premier plan, le reste de la troupe va prendre peur et va s'évaporer. Mais ça rejoint ce que je disais tantôt. On est dans un combat idéologique, on a des convictions fortes. Ce n'est pas parce que vous avez fait fuir deux premiers responsables que du coup vous allez éteindre le mouvement, vous allez éteindre le combat. Non, ce n'est pas possible. C'est peut-être ce qu'on s'imagine. Et donc, nous n'avons pas refusé de discuter. Mais nous avons dit, si nous devons discuter, abordons les problèmes de fond pour qu'une fois on sorte de ces discussions-là avec des dispositions qui fassent dire aux Togolais, oh, ça y est, cette fois-ci, l'alternance, elle est là. Elle est à notre portée. C'est tout. Et est-ce que ça vous paraît déraisonnable, cette position? Est-ce que ça vous paraît déraisonnable? Nous ne pouvions pas, dans la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons, retomber dans le piège que le régime nous tendait pour pouvoir se prévaloir face à la communauté internationale d'une certaine ouverture envers l'opposition. Ce jeu-là, il y a joué tout le temps, mais les problèmes sont là. Mais malgré votre absence, vos camarades de l'opposition ont participé à ce dialogue et ont ramené des relevés de conclusions. Je vais demander votre avis tout à l'heure sur ces relevés de conclusions. Finalement, est-ce que la percée de la DMK sur la scène politique n'a pas plus contribué à diviser l'opposition? Que devient votre parti, la CDPA, dans tout cela? L'opposition a-t-elle encore les chances de mener ensemble un combat? Nous allons reparler de toutes ces questions dans la seconde partie de New World Forum, et les téléspectateurs peuvent d'ailleurs vous adresser leurs questions à travers le numéro WhatsApp qui défile à l'écran. Mais là, nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum.